Ce que je vous propose, c'est de présenter vos recherches, vos travaux, et en particulier votre thèse, somnambulisme, Oui, médiumnité, le travail sur Alexis Didier aussi, les voilà. voyants prodigieux. Donc en fait, je suis parti de, quand j'étais étudiant en terminale, des soucoupes volantes, si vous préférez les ovnis. Donc en fait, c'était un copain qui s'intéressait à ça, qui m'avait fait lire un bouquin d'Aimé Michel, sur la vague de 54. J'étais en terminale, je me souviens. Et tout de suite, il y a une chose qui m'a frappé, c'était, mais si c'est vrai, comment se fait-il que on devrait parler que de ça? Et si c'est vrai, pourquoi n'en parle-t-on jamais? Pourquoi n'y a-t-il que des informations vraiment confidentielles, quelques rares livres? À l'époque, c'était pas, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas Internet. Et donc, tout de suite, j'ai eu cette réaction de me dire, mais c'est bizarre la réaction de la société. Voilà, ça c'était le sociologue en gestation. Donc je me suis intéressé aux ovnis, j'ai fait des enquêtes, j'ai rejoint un groupe d'enquête. Bon, je me suis aperçu très vite que euh, c'était très difficile de faire de bonnes enquêtes, c'est très compliqué. Mais ce que j'aimais, c'était avoir un contact avec le phénomène, enfin, voir comment ça marchait sur le terrain. Bon, je me suis impliqué dans les ovnis puisque c'était mon premier livre, hein, qui portait sur le rapport entre la science-fiction et les récits d'ovnis, où j'avais repéré une chose très étrange, parce que j'étais écrivain de science-fiction, enfin, amateur de science-fiction, que les ovnis semblaient avoir été précédés par les récits d'ovnis, des témoins, semblaient avoir été précédés par la littérature de science-fiction de la première moitié du XXe siècle. Alors, j'ai essayé dans un livre qui s'appelait Science-fiction et soucoupe volante, d'analyser ce paradoxe, que le récit était venu avant la réalité. J'entrerai pas dans les détails de tout ce que ça m'a suggéré parce que c'est pas l'objet. Mais disons voilà, c'est comme ça que mon interrogation a commencé. Et puis, à l'occasion de ce livre, il y a plein d'idées qui me sont venues que j'ai reprises dans d'autres domaines. Ce livre, c'était mon premier livre, hein, donc j'avais 27 ans quand je l'ai écrit. C'était peut-être un peu confus, mais il y avait des idées que j'ai reprises par la suite. Ce qui m'a un peu fatigué avec les ovnis, au bout d'un moment, c'était le côté marginal. C'est-à-dire, c'était vraiment considéré comme une pseudo-science, comme un phénomène qui était sur les marges de la science, dont ne s'occupaient pas les gens sérieux, etc., etc. Même si dans le domaine de l'ufologie, il y avait des gens géniaux. Mais on était sur les marges. Et alors là, vers 80, il y a un copain qui est un médecin, qui a une grande culture, qui m'a fait découvrir le mesmérisme, magnétisme animal. Donc ce courant de recherche qui est né avant la Révolution française sous l'influence d'un médecin autrichien qui s'appelait Franz Anton Mesmer, qui prétendait avoir découvert une médecine universelle, euh, un principe universel de vie qu'il appelait le magnétisme animal. Et donc, qui est arrivé en France avant la Révolution, qui a créé un tumulte incroyable, une sorte de... C'était le plus grand sujet de discussion en France avant la Révolution française, c'était l'histoire du magnétisme animal. Mesmer était arrivé à Paris vers 1777, je crois, et donc, voilà, c'est pas très longtemps avant que tout explose, quoi. C'était l'époque où la culture des Lumières était à son apogée, et où Paris était un peu la capitale intellectuelle de l'Europe, où tous les inventeurs se devaient d'aller présenter leurs idées. Donc c'est ce qu'avait fait Mesmer, qui était venu présenter ses théories, et qui avait eu un immense succès. Donc qu'est-ce que prétendait Mesmer? Il faut bien comprendre pour comprendre de quoi il s'agit. Il prétendait qu'il y a en l'homme une sorte d'énergie latente qu'on peut mobiliser par sa volonté et utiliser pour modifier, pour guérir nos semblables. Donc certaines personnes avaient cette capacité de mobiliser cette énergie à des fins curatives. C'est ce qu'il appelait les magnétiseurs. Alors pourquoi il appelait ça le magnétisme animal? Parce que le magnétisme était en train d'être découvert. Et on voyait à l'époque un peu tout à travers ça. C'est comme aujourd'hui, on dirait la physique quantique. C'est exactement le même effet. Aujourd'hui, on dit c'est quantique, à l'époque, on disait c'était magnétique.
Quand on dit c'est quantique, en général, ça n'a aucun rapport avec la physique quantique, et à l'époque, ça n'avait pas forcément un rapport avec le magnétisme des physiciens. Ça indiquait une capacité du vivant d'interférer sur un autre être vivant pour produire des effets. D'abord, on les a repérés, ces effets, dans le domaine thérapeutique, mais Mesmer prétendait être un grand thérapeute. Il était un grand thérapeute. Donc il est arrivé à Paris, il a loué un hôtel place Vendôme, il a su s'y prendre, il était riche. Et c'était quelqu'un qui était franc-maçon, qui à Vienne était ami de Mozart notamment, il appartenait à toute une aristocratie assez huppée. Et donc, dès le début, il a eu la chance de guérir le médecin du roi qui venait à son traitement. Ça a provoqué un choc, et l'aristocratie a afflué à son traitement. C'était l'endroit où il fallait être vu, c'est un peu comme le séminaire de Lacan au XXe siècle, quelque chose comme ça. Et donc, il y a eu une immense polémique qui s'est développée autour de Mesmer. Donc Mesmer lui prétendait, par des passes magnétiques, concentrer sa volonté pour émettre ce fluide qu'il projetait sur une personne malade. Et c'était censé produire une sorte d'électrochoc sur la personne et provoquer chez elle une guérison. Alors le fait est qu'il obtenait des guérisons. Donc le scandale provoqué par cette découverte, à l'époque où la médecine commençait à s'orienter vers les nouvelles pratiques de la science, était immense parce que ça semblait renvoyer au thaumaturge, à la magie. Donc ça semblait faire sortir la médecine scientifique de ses gonds, en quelque sorte. Donc à la demande du roi, on a créé une commission d'enquête qui a été dirigée par Lavoisier, un des plus grands savants de l'époque. C'est comme si aujourd'hui on avait fait diriger les commissions par Einstein. Et donc, et par Benjamin Franklin, le physicien américain, qui à l'époque était ambassadeur à Paris. Et cette commission a produit un résultat très étrange. Ils ont reconnu l'existence des faits, de certains des faits, au moins allégués par Mesmer, les guérisons qu'il prétendait obtenir, mais ils ont ajouté qu'on n'était pas parvenu à objectiver le fluide, qui était lui-même probablement imaginaire. Donc il y avait des effets réels et une cause fausse ou imaginaire. Donc, nouveau scandale, la commission d'enquête s'est divisée en deux, il y en a qui ont contesté le résultat de la commission. En fait, depuis, la question n'a jamais cessé de rebondir. Ensuite, dans les années qui ont suivi, l'année même où Mesmer où la commission a produit son verdict sur Mesmer, il y a eu une découverte fondamentale qui a été faite par un disciple de Mesmer, qui était le marquis de Puységur, qui était il était un des premiers adeptes de Mesmer, un des premiers à vouloir appliquer son traitement, et donc il appliquait la doctrine mesmérienne, et il était censé produire des effets de transe, des effets analogues à ceux que Mesmer produisait. Quand ils étaient magnétisés, les patients de Mesmer semblaient, c'est comme si on les avait branchés sur une prise électrique, ils s'étaient animés de spasmes, et après ils tombaient dans une sorte de somnolence. Puis Ségur s'attendait à produire un effet analogue quand il a voulu soigner un de ses jeunes patients, c'était le fils de son régisseur. Il faut bien préciser que le marquis de Puységur était de la haute aristocratie, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas être mis en doute. Et c'était en 1784. Et il s'est avéré que le jeune homme, au lieu d'avoir les spasmes attendus, est tombé dans une sorte d'état étrange, où il semblait à la fois endormi et éveillé, et où il semblait jouir de facultés inhabituelles. Notamment de lire dans l'esprit des autres. Notamment le fait de se voir lui-même de l'extérieur, de se survoler, le fait d'annoncer le futur, le fait de voir les maladies qui allaient survenir pour lui dans le futur, etc. etc. Puis Ségur a publié ça 2 ou 3 ans après, dans un livre qui s'appelait Mémoire sur le magnétisme animal. Ça a provoqué un immense scandale européen.
pas seulement français. Il a publié ça à Londres et à Paris en même temps. Toute la France s'est mise à magnétiser, alors on a recensé les phénomènes que produisaient les fameux magnétiseurs, les fameux somnambules plutôt. Alors, l'intérêt c'est de déplacer de Mesmer et de ces sujets qui avaient des convulsions vers les somnambules qui, eux, au contraire, semblaient beaucoup plus calmes, ils n'avaient pas de convulsions, ils entraient dans un état de conscience complètement différent. Ils parlaient, ils se souvenaient pas de ce qu'ils avaient dit et fait pendant leur transe, mais ils étaient capables de faire des choses tout à fait extraordinaires. Notamment de voir le futur, de prédire les accès des maladies, etc. Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. À partir de là, s'est créé un scandale, donc un nouveau scandale, un scandale dans le scandale, et c'est ainsi qu'en fait est née l'étude des phénomènes dits paranormaux. Donc il y avait, dans les phénomènes produits par les magnétiseurs, il y avait deux sortes de phénomènes. Il y a ce qu'on rangerait aujourd'hui dans la catégorie de l'hypnose, ce qui va accoucher de la future psychanalyse à terme, et ce qu'on rangerait aujourd'hui dans les phénomènes du psy. Psy avec un I, hein, c'est-à-dire télékinésie, clairvoyance, précognition, etc. Voilà, c'est ainsi que c'est né. Et pendant tout le 19e, il y a eu une bataille sans fin qui a abouti. Il y a eu des non-lieux, des victoires d'un parti sur l'autre, puis ça repartait, ainsi de suite. L'affaire, on ne pouvait pas l'éteindre. C'est comme ces incendies, on verse de l'eau dessus, puis pouf, ça repart. Est-ce que vous pouvez revenir sur le moment clé, 1840, où il y a vraiment une guerre dans l'Académie de médecine pour décider si les phénomènes du magnétisme animal peuvent être étudiés ou non? En fait, c'est ce que j'ai appelé l'affaire Pigère. Alors, Pigère était un médecin très respecté d'ailleurs, qui a découvert chez une de ses filles cette capacité de voir à travers des corps opaques. C'est une des capacités prêtées aux somnambules. Donc la gamine semblait capable, avec un bandeau, de voir à travers les corps opaques. Donc là, dans ce qui va devenir ma thèse, j'ai publié sur la couverture un dessin de l'époque qui représente Léonide Pigère avec son bandeau. Voilà le bandeau dont elle était affublée. Et avec ça, elle parvenait à lire donc des textes. Alors, il y a eu des partisans de l'authenticité, des partisans de la fausseté, on a compliqué le bandeau, je vous passe tous les détails. C'était une véritable guerre. Et pour finir, en 1942, l'Académie de médecine a décidé de ne plus se pencher sur ces affaires. Elle a décidé qu'elle ne recevrait plus de textes sur le mesmérisme, sous toutes ses formes. Elle s'est fermée officiellement à ce sujet. Là, des polémiques, et puis aussi parce qu'à l'intérieur de l'Académie, il y avait des gens très rationalistes qui ne pouvaient pas supporter les perspectives que ça pouvait ouvrir. Ils considéraient que en pleine époque des Lumières, en un siècle éclairé, c'était le retour en arrière, aux pires superstitions, etc. À partir de 1842, l'étude de ces phénomènes prend le maquis. Jusqu'alors, c'était tout à fait autorisé. Ça va être pris en charge par d'autres gens, non, des médecins encore, mais à leur risque et péril, puisque l'ordre leur refuse ça, mais aussi des juristes, des philosophes, des écrivains, etc. Alexandre Dumas, un exemple. Le phénomène ne s'éteint pas, il renaît toujours de ses cendres. Et vers 1870, il y a un renouveau considérable qui fait que le patron le plus célèbre de l'époque, patron de médecine, qui était Charcot, décide de prendre sur lui, d'autoriser ses collègues, en quelque sorte, à investiguer ces phénomènes. Parce que lui-même utilisait les phénomènes de l'hypnose pour étudier les phénomènes de l'hystérie. Vous savez ça sans doute, tout ça est raconté notamment par Freud. C'est à ce moment-là que va naître un champ de recherche particulier qui se dissocie de la médecine, qui est une recherche, disons, de psychophysiologie expérimentale, et qui s'appelle les sciences psychiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui parapsychologie. Ce phénomène va se développer, il va prendre plusieurs visages. Pour simplifier, donc, il y a deux grandes tendances. Il y a la métapsychique, ce dont je me réclame, c'est l'étude des sujets doués dans leur biotope, dans les conditions de contrôle, mais en respectant leur biotope.
Si par exemple on étudie des spirites, on ne va pas leur dire « Ah, la croyance aux esprits, c'est évidemment une superstition ». Non, on accepte les croyances que les gens invoquent quand ils produisent les phénomènes. C'est simplement, on ne porte pas de jugement. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si c'est vrai ou faux. On met en place ce dispositif, on ne porte aucun jugement sur vos croyances, on vous demande simplement d'accepter le dispositif qu'on va mettre en place. Ça, c'est la métapsychique. Au milieu des années 30, 1930, on s'est décalé d'un siècle, on va voir apparaître la parapsychologie. Alors, c'est l'étude statistique de ces phénomènes chez des sujets quelconques, faisant appel à des méta-analyses très compliquées, de plus en plus compliquées. Donc, on peut dire que sur les deux branches à la fois opposées et complémentaires des sciences psychiques sont la parapsychologie et la métapsychique. Donc, moi, j'ai commencé par une étude sur les ovnis. Ensuite, des ovnis, je suis passé à l'étude du mesmérisme. J'ai abandonné les ovnis, au moins, pas complètement, mais je me suis rendu compte que les ovnis, c'était invendable à l'université, tout simplement. Tandis que j'ai bien compris que le mesmérisme était un beau grand sujet, parce que ça met en jeu les corps savants, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, une partie de l'intelligentsia française de l'époque, tous sont baignés là-dedans. Et donc, c'est un énorme sujet, en fait. Et je me suis dit, avec ça, je peux essayer de conquérir une place à l'université, parce que le but de l'affaire, c'était toujours d'échapper au lycée, il ne faut pas oublier. 18 ans de thèse pour échapper au lycée. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour aller échapper au lycée? Et donc, j'ai fait cette thèse qui a effectivement mis 18 ans, que j'ai mis 18 ans à terminer. Enfin, j'ai le soutenu en 97, donc j'avais juste 50 ans, après 18 ans de recherche. En fait, je n'ai pas réussi à obtenir un poste à l'université, ou plutôt j'en ai obtenu un, mais j'ai été aussitôt révoqué pour des histoires administratives absurdes. C'était l'époque où Allègre voulait dégraisser le mammouth, comme on dit. Et à un moment donné, il a eu une polémique avec la Société des agrégés. Il a donc décidé que les profs détachés dans le supérieur, qu'on appelle les pragues, seraient tous uniquement des agrégés. Or moi, je venais d'obtenir un poste à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, à Prague en sociologie. Je n'étais pas agrégé, je n'étais que certifié. Que j'ai été révoqué immédiatement. J'aime bien raconter cette histoire. J'ai gagné un procès contre l'université parce que mon éviction a été déclarée illégale, mais finalement je n'ai jamais réussi à récupérer le poste qui était derrière, ce qui entre-temps il avait disparu. Et pour finir, je suis quand même resté au lycée. Bon, ça c'est la petite histoire. Je raconte ça pour qu'il ne soit pas dit que j'ai été persécuté à cause du sujet. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. En fait, ce que j'ai fait donc depuis cette époque-là, j'ai commencé par un phénomène sauvage et mal maîtrisé, parfaitement scandaleux qu'est les ovnis. Ensuite, j'ai étudié un phénomène qui ressemble sur certains aspects, mais qui touchait les corps savants de l'intérieur, la société, les sociétés savantes, et j'ai montré comment ce phénomène avait accouché de plusieurs branches de recherche du monde moderne, la parapsychologie, les états modifiés de conscience, la psychanalyse, évidemment, etc. etc. Donc c'était un très grand sujet, évidemment. Je n'ai pas épuisé d'ailleurs. À partir de là, j'ai commencé à faire des recherches d'un autre ordre, c'est-à-dire que dans cette thèse, j'insiste sur cette nuance. C'était une thèse de sociologie, je voulais entrer à l'université pour échapper au lycée, et donc pour ça on est prêt à tout. J'étais prêt à pas dire complètement la vérité sur ce que je pensais, si ça m'arrangeait. Il faut dire les choses très brutalement. J'avais masqué mon intérêt pour la réalité factuelle des phénomènes paranormaux, ou du moins je ne l'avais pas trop développé. Une fois que j'ai vu que l'université, de toute façon, c'était fini pour moi, compte tenu de mon âge et du fait que j'avais été évincé, je me suis mis à étudier les phénomènes pour eux-mêmes, davantage. Alors, dans ma thèse, j'avais en somme présenté ça de la manière suivante. J'avais dit, si on fait l'hypothèse que le mesmérisme n'est qu'une erreur de plus de l'esprit humain, alors il en découle que tous les phénomènes qu'il a déclenchés ne sont que des produits d'une erreur initiale. En revanche, si à l'intérieur des phénomènes produits par les magnétiseurs, il y a des phénomènes très étranges qui sont réels, comme par exemple la télépathie, etc., alors c'est d'une immense portée. Et donc, il est heuristiquement fécond, c'est le raisonnement que je continuais de soutenir, il est heuristiquement fécond d'affirmer, de faire l'hypothèse qu'il y a plus dans les phénomènes produits par les magnétiseurs que ce qu'on en a retenu. Parce qu'autrement, si je ne fais pas cette hypothèse, je ne ferai que confirmer tout ce qu'on croit déjà savoir. Et donc ma thèse n'aura en fait
aucun intérêt. Si ce n'est de documenter davantage un phénomène qui était passé inaperçu de l'élite. Donc le jury s'est rendu à mon argument, voilà. Sauf qu'après, j'ai travaillé les sujets pour eux-mêmes. Hein. C'était pas seulement une hypothèse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur Alexis Didier, donc j'ai fait un carottage. J'ai pris un cas, un célèbre voyant, et j'ai consacré un bouquin de 400 pages. Je l'ai étudié absolument sous toutes les coutures, possibles et inimaginables, pour conclure aussi à la réalité probable des phénomènes allégués. À l'époque donc où j'ai écrit Alexis Didier, c'était publié en 2003. À l'époque, j'avais abandonné tout espoir universitaire, donc je m'en foutais. Et donc je pouvais dire, dans une thèse, que la réalité des phénomènes, même pour un sociologue, était une chose sur laquelle on pouvait se pencher. Parce que l'argument habituel en sociologie sur ces questions, c'est pour un sociologue, c'est pas la réalité des faits qui compte, mais l'idée que s'en font les gens. Bon. Alors, je coupe juste une seconde, parce qu'à ce propos, on vous reproche le fait que vous étudiez les phénomènes paranormaux via l'histoire et non pas via les méthodes expérimentales. Ce sont des spécialités. D'abord, c'est pas complètement vrai, puisque j'ai fait des expériences avec des voyants, mais c'était des expériences pour voir, sans prétention. Ce qu'on appelle les expériences pour voir, ça existe. Hein. Mais moi, mon approche est historique, c'est tout, j'ai pas à me justifier. Je ne suis pas expérimentateur. En revanche, je connais bien les expériences qui se font. Et donc, j'utilise dans mes raisonnements les résultats des expérimentateurs. On n'est pas obligé d'être soi-même expérimentateur. Alors, l'autre qui est faite, c'est souvent que les chercheurs d'il y a 200 ou 100 ans, enfin il y a 200 ans ou 100 ans, n'avaient pas une méthode scientifique suffisamment précise et qui se seraient fait berner ou réinventer ce qu'ils ont trouvé. C'est à la fois vrai et faux. C'est d'abord faux parce qu'on n'imagine pas l'intelligence des Français d'avant la Révolution, la précision de leur langage, la capacité de conceptualiser. C'était vraiment l'époque où le génie français était à son sommet. Et donc, ils étaient parfaitement capables de voir tous les problèmes. Simplement, ils avaient aussi vu comment parer à la difficulté d'étudier ce genre de phénomène. Ils avaient commencé à mettre au point des protocoles. La vérité, l'objection est en partie vraie, au sens où parfois ils savent ce qu'il faudrait faire, mais ils ne le font pas toujours. Je vais prendre un exemple précis pour étudier les phénomènes de vision à travers l'écorce opaque. Un des meilleurs sujets en ce domaine, c'était le fameux Alexis Didier, auquel j'ai consacré une biographie. Et en France, on va lire, on lui mit un bandeau opaque et on passa aux expériences. Ça, c'est les Français. Les Anglais, quand ils disent on lui mit un bandeau opaque, il y a 4 pages sur la description du bandeau. C'est tout comme ça. Les Anglais étaient plus avancés que nous dans ce domaine, avec leur sens du concret très précis, etc. Donc on a beaucoup appris des Anglais, mais c'est nous aussi qui leur avons apporté ces phénomènes. Hein, oui, ça fait une sorte de ping-pong. Oui, parce qu'Alexis Didier a vécu à Londres. Il est allé faire des expériences en Angleterre, à plusieurs reprises. Puisqu'on ne voulait pas l'étudier à Paris, il allait se faire étudier par les Anglais, qui l'ont fait beaucoup plus efficacement, heureusement. Parce que si avec les études des Français, ça ne serait pas suffisant pour juger les expériences faites par Alexis Didier. Donc, pour répondre à la question, ils avaient vu tous les problèmes, mais ils n'étaient pas encore complètement passés à l'action. Donc, cette objection n'est pas complètement fausse, mais on peut la parer pour tout un tas de méthodes que j'expliquais dans mon livre sur Alexis. Pour donner un exemple précis, une analogie plutôt, il est beaucoup plus facile de décapiter un mouvement de résistance qui est très centralisé, avec une tête, une hiérarchie, qu'une poussière de mouvement qui pousse dans tous les coins. Je me suis aperçu en accumulant toutes les données sur Alexis Didier, qu'il était beaucoup plus difficile de réfuter les expériences d'Alexis Didier à cause du caractère désordonné des expériences qui ont été faites, que si elles avaient été faites de façon ordonnée. Je m'explique. Supposons qu'un grand professeur se soit emparé d'Alexis Didier et passé 10 ans à faire des travaux sur Alexis Didier. Eh bien, les sceptiques diraient, c'est lui, il a tout truqué. Tandis que
dans les phénomènes qu'il a produits avec tout un tas de gens très différents, dans tout un tas de circonstances très différentes, il y a une redondance des effets qui fait que finalement c'est impossible à réfuter à cause du côté désordonné même des expériences. C'est ce que n'ont pas compris les gens qui m'ont lu pour me critiquer. Ils n'ont toujours pas compris ça d'ailleurs. Pour prendre une analogie très simple, c'est beaucoup plus facile de maîtriser un mouvement dirigé par la CGT que par nos gilets jaunes. On en fait l'expérience en ce moment, c'est ça. Un exemple, Alexis Didier, quand il allait à Londres faire des expériences, pouvait parfois... alors voilà comment se passaient les expériences. On demandait aux gens d'amener des objets dans des boîtes scellées, par exemple, des reliques familiales, etc., pour lui soumettre. Et donc, parfois, il y avait 20-30 personnes qui suivaient avec leurs objets. Reliques familiales, boîtes, tout ce qu'on veut. C'était pas prémédité, c'est-à-dire que ça avait un côté un peu chaotique. Sauf que, dans certains cas, la plupart du temps, il aurait été impossible de faire ces tours sans un comparse. C'est-à-dire, soit que la personne soit de mèche, etc., etc., etc. Donc, s'il lui arrivait d'avoir une vingtaine de personnes qui succédaient pour faire leur demande, et donc il aurait fallu que jeunes Français parlant à peine l'anglais aient débarqué quelques mois auparavant, avec un magnétiseur qui parlait pas mieux l'anglais que lui, mais ils étaient introduits par un Français célèbre à Londres qui avait une grande librairie sur le mesmérisme, Bellière exactement, et qui connaissait du monde dans l'aristocratie. Mais il était matériellement impossible pour Alexis et son magnétiseur d'obtenir pour chaque séance une vingtaine de comparses. C'était impossible. En plus, dans une langue qu'il ne maîtrisait pas, tout ça était complètement impossible matériellement. De la même façon, on peut démontrer que, étant donné l'importance historique de certains personnages, à un moment donné, il y a le fils du roi, le fils de Louis-Philippe, le duc de Montpensier, qui consulte Alexis Didier. Il est impensable que, si Alexis était un jeune saltimbanque, il est impensable que le duc de Montpensier se soit fait le complice d'un saltimbanque. Tous ces grands personnages, ils ne pouvaient pas être comparses. Or, dans certains cas, pour que l'histoire soit possible, ils ne pouvaient être que comparses. Pour toute cette accumulation énorme de raisons, eh bien c'est impossible de truquer un dossier pareil. Et encore, je n'ai pas tout épuisé. Voilà où on en est avec les études historiques. La profusion est plus efficace que l'organisation méthodique. Alors, qu'est-ce qui fait que qu'une partie des sceptiques n'arrive pas à valider l'idée que des phénomènes naturels échappent aux lois de la physique telles qu'on les conçoit aujourd'hui? C'est évident, c'est les présupposés sur la nature de la réalité qu'on entretient aujourd'hui, sur la nature du sujet humain, etc. Et donc, à partir du moment où on tient que ces phénomènes sont impossibles, il est toujours plus économique et plus simple de postuler un trucage, une erreur, une confusion, tout ce qu'on voudra, que d'admettre la réalité. Voilà. Avec cette position-là, on ne risque pas d'être démenti. Pour moi, à mes yeux, ça ne présente aucun intérêt comme attitude, c'est tout. Ouais. Vous avez une idée d'où viennent ces blocages? C'est toute l'histoire intellectuelle de l'Occident, depuis le XVIIe siècle. Donc en fait, la peur de ces phénomènes, qui semblent relever de la magie, ou qui en relèvent peut-être d'ailleurs, prend à contre-pied toute l'évolution de la science moderne. On ne peut quand même pas admettre qu'on se soit planté à ce point-là. Oui. Je prends un exemple plus précis. Le plus important projet de la recherche scientifique sur l'homme aujourd'hui, c'est les sciences, les neurosciences. Là-dessus, il y a d'énormes capitaux qui sont mis en jeu, d'énormes présupposés, etc., etc. Or, les principes fondamentaux des neurosciences excluent complètement qu'on puisse connaître le futur, par exemple. La connaissance d'un événement pour les neurosciences suppose la trace d'un événement qui s'est produit, une trace laissée sur nos organes de perception, etc. On ne peut pas avoir la trace d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Il n'y a pas de trace possible. Ça paraît impossible. Donc si c'est impossible, eh bien, on postule qu'il y a trucage, que voilà, c'est un postulat, c'est comme ça.
il est plus économique d'admettre que malgré tout ce qu'on croit savoir, malgré toutes les précautions qu'on a prises, etc., le sujet a truqué, ou que les expérimentateurs étaient complices, ou qu'il y a eu confusion, ce qu'on voudra. Voilà. Est-ce que la question de la métapsychique et de la parapsychologie ouvre pas aux questions métaphysiques? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est l'intérêt fondamental qu'elles ont. C'est qu'elles montrent un autre rapport à l'univers, une autre dimension de l'univers. Pour moi, c'est la métapsychique, c'est un puits que la science peut creuser dans les profondeurs du réel. C'est ça qui me motive personnellement. C'est ça qui me motive. C'est l'idée qu'on pourrait connaître le futur, que l'esprit peut agir sur les choses, enfin tous les grands thèmes, quoi, vous voyez. Et en plus, ça permet de valider la magie. Or, toute l'évolution intellectuelle du monde moderne a été de l'éjecter. Alors l'idée de quelque chose qui validerait la magie, c'est un tremblement de terre conceptuel. Donc on estime, le monde savant estime que dans ces conditions-là, les précautions prises ne sont pas suffisantes, les garanties ne sont pas suffisantes, les phénomènes ne sont pas assez réguliers. Alors la raison fondamentale, c'est l'irrégularité des phénomènes. Si ces phénomènes étaient réguliers, comme je prends cette pomme et elle tombe et ainsi de suite, la question serait réglée depuis longtemps. Mais les phénomènes sont irréguliers. Ils arrivent parfois ils n'arrivent pas. Même avec des sujets doués. C'est ça qui bloque tout. Mais j'ai un argument que j'attends qu'on me démontre le contraire. Chaque fois que j'ai l'occasion, je le présente et j'ai jamais eu de réponse. Si on trouve de la vie sur Mars, eh bien, même supposons qu'il s'agisse de virus ou de bactéries, une forme de vie très primitive, la question de la vie dans l'espace, d'un seul coup, a fait un bond gigantesque. La probabilité pour qu'on trouve sur deux planètes si proches que Mars et la Terre de la vie invite à penser que c'est immensément répandu dans l'univers. Si, je dis bien si on trouve de la vie sur Mars. En revanche, si on ne trouve pas de vie sur Mars, qu'est-ce que ça prouve quant à la vie dans l'univers? Ben rien. Absolument rien. Donc les arguments sont complètement dissymétriques. Et à partir du moment où les arguments sont complètement dissymétriques, il est bien évident que l'argument de l'irrégularité n'a pas de sens. Il y a un paradoxe extraordinaire en ce moment. Qu'est-ce que recherche dans l'univers la science, fondamentalement? La vie. La motivation, le Graal de la recherche, c'est la vie dans l'univers. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un univers vide, glacé, et nous sommes la seule présence de vie. J'ai bien dit jusqu'à preuve du contraire. S'il y a un phénomène irrégulier dans le monde, peut-être le plus... Puisqu'il y a même des scientifiques qui en arrivent à penser que c'est tellement improbable que nous serions les seuls vivants de l'univers. Bon, moi j'arrive pas à y croire, mais il y en a qui arrivent à penser ça. Je trouve que c'est une énormité, mais bon, mettons. Puisqu'il y en a qui sont capables d'imaginer que nous serions les seuls vivants dans l'univers, et que pourtant c'est l'objet fondamental de la science, c'est de comprendre l'origine de la vie, alors je vois pas pourquoi on refuserait des phénomènes, certes pas réguliers, mais beaucoup plus fréquents, comme ceux de la télépathie, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça dénote simplement la peur qu'on a d'aborder cette phase de la réalité, et puis le fait de mettre en place les outils qui lui correspondent, quoi. Alors en fait, il ne faut pas oublier aussi que le monde scientifique est beaucoup moins fermé qu'il n'y paraît, il faut quand même dire ça aussi. En réalité, à part les gens sont beaucoup moins fermés qu'ils ne le semblent, mais ils ont peur de leurs collègues, ils ont peur de leur image. Je vais raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais invité par un collègue, prof de philo, qui est prof à l'époque, il était prof à la fac de Toulouse. Et il organisait tous les ans à Carcassonne une manifestation avec des savants, des philosophes, etc. Et donc un jour, il m'invite, avec une copine d'ailleurs, à venir parler des phénomènes paranormaux. Et puis le matin, il y avait eu
3 personnes de la fac de Toulouse, un astrophysicien, une biologiste, etc., des pontes, qui avaient parlé du problème de la vie dans l'espace, les trous noirs, etc. Et moi, j'avais rédigé mon exposé, j'avais intitulé mon exposé « Les phénomènes de la métagnomie ». J'ai fait exprès, je sais que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je le fais exprès, c'est pour les piéger. Et donc, métagnomie, c'est la capacité de voir au-delà, en méta, de connaître les choses qu'on ne peut pas connaître normalement par les sens. C'est le nom générique que lui donnaient les parapsychologues vers 1930, en fait. Et donc, voilà, le matin, il y avait les physiciens, l'après-midi, c'était les parapsychologues. Donc, c'est mon tour, après le repas, très cordial, moi je posais plein de questions aux gens. C'est mon tour. Je commence à prendre la parole, et il a fallu à peu près un quart d'heure pour que les pontes qui étaient présents se rendent compte que j'étais en train de commencer à parler de la voyance. Et les pontes étaient assis au premier rang, il y avait l'astrophysicien, la biologiste, et puis une dame, je me rappelle, qui s'occupait de l'organisation des colloques, des grandes conférences sur le campus. Ils se sont regardés, puis d'un air de vierge effarouchée, ils sont partis dignement. Ils m'ont abandonné à ma conférence. J'ai pas fait de scandale parce que je voulais pas emmerder le collègue qui m'avait invité, donc je me suis écrasé. Dans un autre cas, je leur aurais fait la morale publiquement, ils se seraient souvenus de moi, mais là c'était pas possible, je pouvais pas le faire. Il y avait encore une journée de colloque à passer ensemble, on arrivait assez vite, et c'est un monde de crétins, franchement. Ce qu'ils craignaient, c'était surtout que les caméras, qui maintenant filment tout, les montrent en train d'écouter une conférence sur la voyance, parce que le lendemain ça pouvait être sur Facebook et ils étaient foutus. Voilà où on en est. En fait, c'est l'image. Le principal obstacle de l'étude de ces phénomènes, c'est ce que Bourdieu appelait la distinction. Voilà, c'est la distinction, avec un grand D, hein. La distinction. Voilà. Ce monde-là ne peut pas surmonter la distinction. Est-ce qu'il y a aussi dans ce blocage la question qu'a amené Kant et qui met un verrou sur la possibilité d'étudier la métaphysique par la raison, notamment après le cas de Snoworden, je crois, si ma mémoire est bonne. Snoworden Non, c'est pas ça. Ah, non, le grand voyant suédois. Oui, c'est ça. Swedenborg. Swedenborg. Ben, Kant, il s'est planté. Entre parenthèses, dans son livre sur Swedenborg, Kant dit des choses complètement erronées sur Swedenborg. En réalité, donc Swedenborg, il ne faut quand même pas oublier que c'était pas qu'un mystique illuminé, c'était un savant de premier ordre à l'origine de plusieurs sciences. Bon, un esprit universel qui parlait je ne sais pas combien de langues. Swedenborg, il avait des accès de voyance. Et il y en a même un qui est très célèbre. En fait, Swedenborg se trouvait en train de dîner chez des gens dans une ville de la Suède, à peu près à 300 km de Stockholm. D'un seul coup, pendant le repas, il est pris d'un malaise et il sort. Alors, il y en a qui l'accompagnent, ils sont inquiets, qu'est-ce qu'il y a, qui ne va pas, on va peut-être appeler le médecin. Et il leur dit non, c'est pas ça, je vois Stockholm en train de brûler et le feu s'approche de ma maison. Comme il était connu pour ce genre de trucs, il y a des gens qui immédiatement ont noté ce qu'il disait et ils sont allés faire une déposition à la gendarmerie la plus proche. 3 ou 4 jours après, le temps que l'information arrive, on a appris l'incendie de Stockholm. Bon. On ne peut rien contre les éléments empiriques, il peut raconter tout ce qu'il veut, quand on s'en fout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui importe, c'est voilà, la réalité. Ben, si dans la réalité, c'est pourtant possible. Et on peut aussi l'étudier, la preuve. Vous avez surtout étudié des cas historiques comme Alexis Didier. Est-ce que vous avez étudié aussi des cas contemporains? Oui, bien sûr. D'abord, à l'IMI, on en étudie. Il faut dire, entre parenthèses, que je vous dise que en ce moment, il y a à l'étude un sujet qui s'appelle Nicolas Fraisse, dont on a quand même parlé dans les médias parce que ça a percé dans le milieu de Stéphane Alix, de l'INRES.
En fait, c'est une dame qui a été subventionnée par un banquier suisse, Audier, qui étudiait les phénomènes de modification de la conscience, les phénomènes de trans spontanée, etc., etc. Dans le cycle de ses études, elle a rencontré un sujet lyonnais qui produit des phénomènes qui sont à peu près de la nature de ceux que produit Alexis Didier. Je crois beaucoup à ce type de choses, c'est-à-dire que l'étude de phénomènes contemporains permet d'accréditer des phénomènes du passé et réciproque. L'étude des phénomènes du passé permet de mieux comprendre l'étude des phénomènes contemporains. J'ai aussi étudié des phénomènes produits par Maud Christen, qui étaient tout à fait étonnants. J'ai vu des choses que je ne peux pas m'expliquer autrement que... Alors je ne publie pas, ce n'est pas des expériences que j'ai publiées, parce que c'était comme d'habitude, moi je fais des expériences pour voir, pour comprendre les mécanismes. Bien sûr, il y a des phénomènes contemporains tout à fait frappants. Aujourd'hui, c'est plutôt des États-Unis que ça vient, mais enfin, il y en a un peu partout, il y a ce voyant lyonnais. Alors le problème, c'est que ces gens-là sont rares, que sitôt qu'il y en a un qui émerge quelque part, il faut les mettre sous une sorte de protection, parce qu'ils peuvent être perturbés par les médias, après ça devient impossible à étudier. Vous voyez. Donc souvent, le groupe qu'a étudié Nicolas Fraisse est resté très discret pendant très longtemps, et je comprends qu'il l'ait fait. Nous, si on faisait une étude comme ça à l'IMI, on ferait pareil. C'est quand même pas des gens qui courent les rues. Hein. Et c'est aussi un des arguments qu'emploient les détracteurs. Mais oui, mais justement, il faudrait que ce soit régulier. C'est absurde. Comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, les planètes qui abritent la vie, il n'y en a quand même pas tant que ça dans le système solaire. Jusqu'à preuve du contraire, et ainsi de suite. Le monde a l'air vide et glacé. Donc il faut des conditions exceptionnelles. Pourquoi elles n'apparaîtraient pas aussi, ces conditions exceptionnelles, chez les humains? Oui, j'ai une autre question. C'était plus pour revenir à l'histoire. Donc vous disiez que dans les années 1840, il y a eu une éviction de la métapsychique, etc. Puis en 1870, Charcot... je vous coupe, la métapsychique n'existait pas. Le nom est de 1919. Ouais. Mais enfin, en tout cas, la démarche existait. Voilà. Oui. En 1870, Charcot permet de réintroduire... 1878. Et ensuite, qu'est-ce qu'il advient une fois que Charcot n'est plus là? Moi, ce que j'ai compris, c'est que du coup, on ne pouvait plus l'étudier dans l'Académie de médecine, mais qu'il y a eu des sociétés françaises et puis européennes. Enfin, ça a permis de faire émerger plein de sociétés en France, en Europe et aux États-Unis, où on a pu étudier ces phénomènes-là, surtout via des dons, notamment. Enfin, est-ce que vous pouvez raconter ça? Alors, en fait, quand Charcot a relancé l'étude des phénomènes de l'hypnose, il a ouvert la boîte de Pandore. Donc l'hypnose qui a été étudiée dans les milieux académiques était une hypnose épurée des phénomènes paranormaux. Mais il y a eu des collègues de Charcot, qui n'étaient pas moins savants que lui, qui eux produisaient des phénomènes, parce que l'hypnose est un des états de conscience dans lesquels se manifestent le plus volontiers, à l'époque en tout cas, les phénomènes du psy. Donc il y a eu des gens qui ont développé ces phénomènes pour à nouveau étudier les phénomènes du psy, et qui ont dit, bah oui, les anciens magnétiseurs n'avaient pas tort. Voilà, il y a eu des partisans des magnétiseurs, et un des grands partisans des magnétiseurs, c'était Janet. Donc le plus grand expérimentateur de l'époque, à mon avis, en psychologie. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu la foire d'empoigne a continué, mais à l'époque, dans les revues savantes, vers 1880, les études consacrées aux phénomènes de ce genre étaient très nombreuses. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on croit, il y avait une bien plus grande ouverture d'esprit à la fin du 19e qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tel, parce que tous les gens qui sont susceptibles de perturber l'institution ont été épurés avant. Voilà, il n'y a plus que des gens qui sont parfaitement conformes. Donc il ne peut rien se produire. Tandis qu'à l'époque, les gens prenaient le risque de dire ce qu'ils pensaient. Donc c'était une vie beaucoup plus riche en 1890, 1900 qu'aujourd'hui, dans les revues savantes, j'entends. Hein, cherchez dans les revues de psychologie mention de télépathie, vous ne trouverez rien. L'épuration a été parfaitement réussie. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que donc en ouvrant la boîte de Pandore, il a réamorcé l'intérêt pour ces questions.
qu'on s'est repenché sur le mesmérisme, qu'on avait déjà oublié. Ça faisait déjà un siècle que Mesmer était venu à Paris, hein. En 1878, je veux dire. Eh bien, il y a déjà un siècle que Mesmer est à Paris et fait scandale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est long, hein, quand même comme délai. Il a réamorcé l'intérêt pour ces sujets. Ça a créé de la passion un peu partout. Et alors, à ce moment-là, il y a eu des sociétés qui se sont spécialisées dans l'étude de ces phénomènes, qui sont parus dans tous les grands pays européens. Essentiellement en Angleterre, en Écosse, en Allemagne, en Hollande, en Italie, pas en Espagne. L'Espagne était vraiment à l'écart de ce monde-là à l'époque. L'Italie, beaucoup aussi, voilà. Et aux États-Unis, bien sûr. Et donc, la SPR anglaise, Society for Psychical Research, est née, a été fondée par un groupe de chercheurs anglais qui étaient des très grands chercheurs, par un philosophe qui s'appelait Sid Guick, qui enseignait la psychologie au Trinity College. Trinity College, je dirais, c'est le collège de France. C'est le top du top. Et donc, c'est pas né dans le ruisseau, c'est né dans la haute aristocratie britannique, la recherche psychique. Ensuite, en Allemagne aussi, il y en a eu. Bon. Après, ces sociétés savantes se sont répandues dans tout l'Occident. Aux États-Unis, il y a une branche de la SPR, avec le philosophe William James, qui lui-même s'est orienté dans l'étude de ces phénomènes après qu'il ait observé les phénomènes produits par la fameuse médium Leonora Piper. Aux États-Unis, par contre, la question de la métapsychique et de la parapsie existe à l'université. Oui. En fait, le seul pays européen où c'est complètement proscrit, c'est la France. Alors, il y a une sorte d'extraordinaire paradoxe dans cette affaire, puisque tout ça est parti de France. Et ensuite, on a l'impression qu'il y a eu cette idée, on ne verra plus jamais un truc pareil, plus jamais un bazar pareil. Donc, ils ont étudié la situation pour que ça ne se reproduise plus. Vous voyez, on est en retard, évidemment, mais on a un retard considérable sur ce plan. Alors, il ne faut pas dire non plus idéaliser les pays étrangers, hein, et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas critiqués, ça ne veut pas dire que... Mais enfin, c'est possible. Il y a des départements de recherche, il y a dans un de mes livres, il y a une liste des départements de recherche qui existent un peu sur toute la planète. Il y en a au Japon, il y en a en Italie, il y en a aux États-Unis, il y en a en Écosse. Par exemple, l'écrivain Arthur Koestler a laissé une fortune pour créer une chaire de recherche en parapsychologie à l'université d'Édimbourg. En Hollande, aux États-Unis, voilà. Au Brésil aussi. Alors je ne sais pas ce que ça va devenir avec le nouveau pouvoir, mais au Brésil, il y a des centres de recherche. Bon, en Russie, bien sûr. En Russie. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas les preuves que les phénomènes psy existent et que l'enjeu, ce serait plutôt d'arriver à savoir comment les reproduire, ou quelle est leur signification, ou qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? Oui, je suis d'accord. Alors, quand on dit les preuves, à mon avis, ils sont pas prouvés au même niveau. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a plus aucun doute sur les phénomènes du psy intellectuel, télépathie, précognition, etc. Où il y a des hésitations, c'est encore sur les phénomènes très étranges de la psychokinèse. Et notamment les manifestations ectoplasmiques qui ont été observées dans les années 20 et 30 en France, et enfin en Europe. Parce que ces phénomènes sont plus rares, ils semblent liés à des manifestations collectives extrêmement sporadiques, obéir à des... C'est plus étrange en fait, vous voyez, c'est plus difficile à objectiver à cause de leur rareté. Par contre, la télépathie est un phénomène relativement banal, presque, on peut dire. Et il y a aussi, alors, chez les chercheurs, il y a une façon de présenter la chose qui consiste à dire on peut considérer que c'est probablement prouvé, mais enfin, ils ne vont pas jusqu'à dire c'est formellement et définitivement démontré. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus tellement de démontrer l'existence de la télépathie ou de la clairvoyance, mais de montrer ce que ça peut changer au niveau philosophique, au niveau psychologique, etc. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans un de mes livres qui s'appelle, qui est un de ceux que je préfère d'ailleurs, Les miracles de l'esprit. Le titre m'a été imposé par l'éditeur, qui n'a pas eu une bonne idée cette fois-là, parce que moi je ne voulais pas du tout l'appeler comme ça. Je montre que ce ne sont pas des miracles, donc j'ai été obligé de ramer pour justifier le titre que m'avait imposé l'éditeur. Les miracles de l'esprit, c'est un effort pour, contenant les phénomènes pour acquis, réfléchir à ce que ça peut impliquer sur un point précis qui est celui de la mémoire. Voilà, ça a été l'effort de ce livre. Je pense que, au moins pour certains phénomènes, on devrait continuer, faire comme s'ils existent. Jusqu'à temps que
la distinction tombe d'elle-même, finissent par tomber. Parce qu'en fait, c'est ça le barrage. Le monde intellectuel se protège. Il y a toute des attitudes qu'ont des siècles qui ramènent tous ces phénomènes à la superstition, aux âges de la superstition. Pour les intellectuels, être classé là-dedans, c'est l'abomination. Voir la réaction de mes universitaires de Toulouse. Là. Selon vous, que serait une société où on reconnaîtrait les phénomènes paranormaux, où ces phénomènes seraient phénomènes courants dans les institutions, à l'université, dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça changerait en fait? En fait, il y a des quantités de sociétés où ça a été le cas. C'était le cas chez les Grecs, avec les oracles, voilà, les Romains. C'est le cas dans les sociétés primitives, avec le sorcier. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, on pourrait même dire qu'on est pratiquement la seule société où on fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire on est une des rares sociétés à bannir ces phénomènes. Alors la nouveauté, c'est la science moderne. Voilà, c'est ça qui change tout. Quelle serait une société où ces phénomènes seraient tenus, présentés par l'autorité de la science comme étant réels? Alors ça, là, on n'a pas de précédent pour ça, puisque la science moderne n'existait pas chez les Grecs et les Romains, évidemment. J'avoue que j'ai du mal à me projeter dans ce genre de monde. J'ai tellement été habitué à un monde où c'était proscrit que j'arrive pas à imaginer un monde où ça serait autorisé, en fait. Encouragé, mais... Peut-être décevant comme réponse, mais... Est-ce qu'on peut revenir sur la photo du tome 2, Le choc des sciences psychiques? C'est une expérience qui est très controversée par les sceptiques. Ils ont bien tort, s'ils connaissaient le dossier en détail. Vous pouvez en dire quelques mots? Ouais, c'était les expériences qu'on faisait à avec Eusapia Palladino, la grande médium italienne, entre 1905 et 1908, je crois. Ça a duré 3 ans, les expériences. Il y a eu des dizaines de séances, et certaines ont été dirigées, par exemple, par le philosophe Bergson, Henri Bergson. Et là, sur cette photo, je sais plus, voilà, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est une lévitation produite par Eusapia, et on voit les savants. Je crois que parmi les gens qu'on reconnaît au premier rang, il y a Oshorovitz, je crois, on connaît les noms des... Donc on voit effectivement une table en train de léviter. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Eusapia est dans le fond du salon, on ne la voit pas là où elle est. En fait, les précautions qu'ils avaient prises, c'était en 1905, je crois. Mais ils avaient pris des précautions extraordinaires. La médium était une petite femme, âgée, elle devait faire 1m50. Elle ne pouvait pas physiquement produire ces phénomènes. Ils ont essayé, avec des hommes athlétiques, de produire ce phénomène. La seule possibilité, c'est qu'elle aurait à un moment donné pu soulever la table avec sa jambe. Mais la table, parfois décollée, comme on le voit là, 1 mètre ou 2 au-dessus du sol. Et elle pesait elle-même 5 kilos, mais on lui adjoignait un poids de 18 kilos dessus, souvent. Et donc, en plus, elle avait les pieds dans des gaines qui avaient avec un contact électrique. Enfin, c'était très sophistiqué. On a posé la question à Bergson, je crois que c'était lui qui dirigeait la séance. Il a répondu, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris des précautions telles que si elle est parvenue vraiment à tricher dans ces conditions, alors c'est que vraiment elle a un côté complètement diabolique. Eux-mêmes n'arrivaient pas à exclure complètement l'hypothèse qu'ils aient été bernés, mais ils n'arrivaient pas à concevoir comment. Alors, évidemment, c'est toujours, on peut dire, des prestidigitateurs peuvent le faire, bien sûr, mais dans des conditions que eux-mêmes ont préparées et qu'ils maîtrisent totalement. Mais vous demandez à un prestidigitateur de faire ça dans des conditions contrôlées, il refusera toujours. D'ailleurs, c'est une histoire de fou, parce que depuis un siècle, les sceptiques disent oui, mais en fait, les parapsychologues oublient de mentionner que le prestidigitateur Intel a produit les mêmes phénomènes, etc. etc. Bon. Les sceptiques oublient aussi de dire qu'il y a eu des prix qui ont été accordés par les parapsychologues pour reproduire les phénomènes dans les conditions analogues à celles qui avaient été appliquées dans les séances réelles, et que jamais aucun s'est présenté. Bon, il y avait le fameux Ted Serios, qui était capable d'inscrire des photos sur une plaque photographique à distance.
C'est peut-être le médium le plus intéressant du XXe siècle, à mon avis. Compte tenu des circonstances dans lesquelles ça a été fait, et du nombre de photos qui ont été faites, et des preuves, et tout ce qu'on veut. Eh bien, Ted Serios, il n'y a pas manqué de gens pour dire oui, mais des prestigitateurs peuvent faire ça. Alors, ils auraient offert un prix à tout prestigitateur capable de reproduire les phénomènes dans les conditions qu'eux avaient appliquées à Ted Serios. Et jamais personne ne s'est présenté, ils ne sont pas fous, ils savent bien que c'est pas possible. C'est un dialogue qui tourne en rond depuis... Moi, personnellement, je ne m'intéresse plus aux sceptiques, je ne discute pas avec eux, enfin, si, ils veulent bien discuter de façon polie, mais je ne m'intéresse plus, je fais comme s'ils n'existaient pas. Et c'est un peu comme des chiens qui me mordent au talon de temps en temps, mais je ne m'occupe pas d'eux. Voilà, telle est ma politique. Est-ce que vous ne pensez pas que notre société va dans un mur, enfin, est déjà dans un mur écologique parce qu'elle a évacué les questions de sens? Oui, bien sûr. Parce que toutes les expériences que vous amenez dans vos recherches montrent que notre monde est dans une sorte de religion matérialiste, scientiste, rationaliste si on veut, et qui finalement n'est pas pertinent pour la survie même de l'espèce. Oui, je suis convaincu de ça, tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'essaie de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire la question écologique et la question du paranormal, écologie, politique et paranormal. On en parlait là, à propos de mon roman, là, le Portail. À la fin, Guillaume Portail crée une université où tout cela est justement mis en rapport. C'est-à-dire qu'on crée un savoir cohérent par rapport à l'image de l'univers qui se dégage aujourd'hui, et sans toutes les impuretés qu'on peut trouver sur Internet, tout le bazar. Ouais. Un savoir épuré qui va au plus profond du réel. Je me rends compte en discutant, je suis dans le milieu écolo, mais je me rends compte en discutant aussi avec des villageois dans le milieu rural, qu'en fait les phénomènes psy ne sont pas si anormaux ou si absents que ça, et que en fait beaucoup de gens, beaucoup de ruraux ont des phénomènes comme ça. Tout à fait. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une sorte de gap entre le peuple qui sait, qui a des expériences, et puis l'élite qui... Encore l'élite, toujours l'élite, on arrive toujours au même bazar. Alors j'ai un ami qui est un psychologue, un jeune psychologue qui a maintenant professeur à l'université de Nancy, dont on reparlera, avec Renaud Évrard, c'est Thomas Rabéron, c'est les deux pointes, les deux têtes de la future tête de la parapsychologie. Et le père de Thomas Rabéron est également psychiatre, Paul-Louis Rabéron, et lui il a inventé un concept que je trouve très intéressant, il est à l'IMI aussi, hein. C'est la psycho-paranormalité de la vie quotidienne. Là, on parle des fameux titres du livre de Freud, hein, et lui il parle de psycho-paranormalité de la vie quotidienne, c'est-à-dire si on y était attentif, si c'était censé exister, s'il y avait des appareils pour valider ça, lui donner du sens, recueillir ne serait-ce que les histoires, on s'apercevrait que c'est très fréquent. Je peux vous citer un cas que j'ai entendu récemment, une émission de... Je ne sais pas si vous connaissez cette émission, Faites entrer l'accusé. C'est une étude qui est parfois très intéressante d'ailleurs sur les affaires judiciaires, de meurtre en général. Et donc, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui part à l'anniversaire d'une amie. Donc, elle part toute joyeuse, on passe la chercher, dans la voiture, elle rigole, elle plaisante, puis d'un seul coup, il y a une sorte de tristesse qui lui tombe dessus. Elle se met à pleurer sans raison, et il y a une phrase qui lui traverse l'esprit, « Papa est mort ». Alors, arrivée chez les gens chez qui elle va, elle demande un téléphone, on lui prête un téléphone, elle appelle son père, ça ne répond pas, elle essaie plus tard, ça ne répond toujours pas, ça sonne toujours comme si c'était occupé. Elle est de plus en plus anxieuse. Le matin, elle est prévenue par la gendarmerie que son père a été assassiné de façon horrible par un cambrioleur de passage, un meurtre absurde. Donc l'histoire est documentée, moi ça m'a frappé. C'est un exemple parmi d'autres, et qui a été documenté par la gendarmerie, si on veut, c'est impeccable, c'est nickel. La seule chose dont on n'est pas sûr, c'est si c'est prémonitoire ou pas.
parce qu'on ne connaît pas l'heure du décès avec assez de précision pour savoir si c'est prémonitoire ou pas. Si c'est prémonitoire, c'est mieux hein, pour nous. Le prémonitoire, c'est le top du top, toujours. Pourquoi? Ah bah le plus mystérieux phénomène, c'est la prémonition. La connaissance d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, ça, c'est... Est-ce qu'on peut revenir sur le lien entre l'écologie qui est complètement maltraitée par nos sociétés matérialistes et finalement la parapsychologie ou la métapsychique qui sont elles aussi maltraitées par nos sociétés. Et vous avez fait un lien, j'aimerais bien vous écouter. Je peux revenir au lien que j'ai fait dans mon livre où à un moment donné il y a le narrateur qui explique que les ennemis enfin non, c'est pas le narrateur, mais peu importe, c'est le personnage du bouquin, les ennemis de la parapsychologie et les ennemis des écologistes sont les mêmes. Quand je dis que c'est les mêmes, l'exemple que je prends est celui du petit livre de Marie-Monique Robin, qui a fait un livre pour raconter les pressions dont elle a été l'objet, la victime, après son fameux document sur le monde selon Monsanto. Alors évidemment, elle était en but aux attaques de Monsanto, sans doute, mais aussi de Français, de l'Union rationaliste, hyper rationaliste. Ces gens, on les connaît, ce sont nos ennemis à nous. Je veux dire, ce sont les mêmes. Voilà, donc une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Comme j'explique, les OGM et puis le refus du paranormal, être pro-nucléaire, tout ça, ça forme un conglomérat, ça va ensemble. Charpak, d'ailleurs, était pro-nucléaire. Hein. C'est ce que dans son livre, je ne manque pas de lui rappeler. Il était une des têtes du lobby pro-nucléaire. La critique qu'on fait aux parapsychologues et la critique qu'on fait aux écologistes, ça vient des mêmes sources. Et pour les mêmes raisons, c'est le scientisme qui empêche. Jaurès, donc le maître de la pensée socialiste, lui, justement, estimait qu'avant de se lancer en politique, il s'était donné le mal d'essayer de comprendre le monde tel qu'il était. Et ce qu'il découvre, c'est la solidarité universelle, donc, solidarité cosmique en quelque sorte. Et il était d'ailleurs, il était ami des parapsychologues de l'époque. Donc ça forme une sorte de cohérence. Ça, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup me penché, c'est Jaurès, justement, maintenant. Est-ce que vous pensez que nos élites ignorent ou ont un déni des questions paranormales, ou est-ce que vous pensez qu'elles craignent le fait qu'on puisse les utiliser? Elles ont surtout peur de leur image. Les élites se moquent d'amour l'image. C'est ça la distinction, c'est le fait de vouloir protéger absolument, cultiver une image et la protéger dans tous les cas, absolument. Ce que je racontais tout à l'heure, là, mes universitaires de Toulouse, ce qu'ils craignaient, c'est d'être vus sur Internet en train d'écouter un conférencier parler de la clairvoyance. Voilà, c'est ça qu'ils craignent. Est-ce que vous voulez donner comme exemple aussi l'histoire des ovnis vus à Fessenheim en mai? C'est un peu un autre domaine, mais c'est un autre domaine parce que là, je ne connais pas les résultats exacts, les causes exactes du blackout. Mais en gros, il y a eu un groupe d'ovnis qui a été vu, c'était à la fin mai, je crois, au-dessus de Fessenheim, pendant, je crois, 2 heures, par 7 personnes, gendarmes et gens de la maintenance. Et les ovnis, certains apparaissaient en groupe, il y en avait un qui était très grand, qui faisait une 20aine de mètres de long, je crois. La nouvelle a filtré parce qu'un gendarme qui chargeait de la sécurité en a parlé à la presse. Et donc, je m'attendais, moi, à ce que, étant donné que c'est Fessenheim, ça fasse un barouf pas possible. Et très curieusement, aucun média n'a relevé l'affaire. Même les médias qui cherchent le scandale, les trucs, les chaînes circulaires, là, la 15, ou la, comment dire, les chaînes, comment on appelle ça, les chaînes d'infos continues. Les chaînes continues, rien, il n'y a rien eu. Il est difficile de ne pas penser qu'il y a une sorte de blackout officiel sur la question quand même. Ou alors que les journalistes ont peur du ridicule.
Pourtant, vous disiez même que ça avait été mis secret défense. Alors le gendarme, autant que je sache, le gendarme qui a été entendu, mais on ne peut pas avoir accès au procès verbal parce qu'il y a secret défense. Il y aurait aussi des photos, films, hein, on ne peut pas y avoir accès. Même le GEPAN, qui théoriquement est censé travailler avec les documents de la gendarmerie. Qu'est-ce que le GEPAN ? Groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés, littéralement ça veut dire. Donc c'est une branche du CNES qui étudie les ovnis. Et le GEPAN, c'est un organisme officiel en quelque sorte. Donc ils sont très prudents dans leurs conclusions, etc. etc. Néanmoins, le GEPAN a attesté, a accepté l'existence d'une catégorie qu'on appelle les ovnis de la catégorie D, hein, c'est-à-dire les ovnis qui ont résisté à toute identification, qui sont restés des ovnis au sens fort. Est-ce que vous voulez juste dire un mot sur le ton que vous avez donné à Guillaume Portail ? Oui, ça me paraît très important, l'histoire du ton. En fait, c'est peut-être même ce qui m'a le plus préoccupé. Comme on n'est pas dans le discursif, les arguments, comme d'habitude dans les essais, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est le ton. Par exemple, quand je raconte comment Portail évince ou fait condamner des multinationales qui utilisent des engrais, des produits toxiques, etc. Les informations techniques que je donne, à la limite, je m'en fous. Ce qui est important, c'est le ton. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le ton, c'est que... Pourquoi ce ton? Je trouve qu'on est dans une société à la fois tragique et ridicule, et j'ai essayé de trouver un ton qui rende compte de cette situation. C'est-à-dire à la fois il faut se moquer, mais enfin faut essayer de faire comprendre aussi que c'est quelque chose de sérieux. Vous voyez. Et donc ce ton, je ne sais pas si j'y suis parvenu, c'est le lecteur qui le dira, mais c'est comme si j'avais essayé de mettre au point un acide qui attaque les travers de cette société. Vous voyez ce que je veux dire? Un produit toxique qui attaque les travers de notre société, qui les démasque, qui les rend ridicules, quoi. Et ça, c'est probablement ce qui m'a le plus porté à cœur dans cette histoire. Ça va jusqu'au fait que, par exemple, j'emploie méthodiquement, quand il le faut, le subjonctif plus que parfait, etc., etc., les vieilles formes du français, parce que je trouve que le subjonctif a une puissance d'ironie très grande, dans certains cas. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je ne sais pas si le lecteur le perçoit, mais je pense que quand on veut se moquer, il ne faut pas avoir un style déglingué, il faut au contraire avoir un style extrêmement corseté, vieille France. Un peu comme fait Guillemin dans ses conférences. Guillemin emploie le subjonctif plus que parfait. Mais c'est toujours quand il l'emploie à un moment où il pousse la moquerie ou le sarcasme à son maximum. Qui est Guillemin ? Henri Guillemin, c'est un historien, un critique littéraire, qui a complètement repris toutes nos légendes historiques pour les démolir, depuis Napoléon pratiquement jusqu'à Pétain. Alors il prend Napoléon et il montre que c'est un chef de bande qui s'est emparé de la France et qui l'a mené à la ruine. Il montre que Pétain, il avait dans la tête son coup d'État depuis très longtemps et que tout ça a été complètement prémédité et que c'était pas un vieillard gâteux, et ainsi de suite. Ça plaît pas à tout le monde, hein. Mais c'est très efficace quand on prend la ligne générale. Et donc il a une façon de s'exprimer, Guillemin, qui est admirable, qui est étonnante, il manipule le verbe avec une dextérité étonnante, et puis toujours il parle spontanément le subjonctif plus que parfait. J'ai une autre question sur votre vision du monde, et notamment de la question de la survie de l'âme ou de l'être et de la vie après la mort. On s'est croisé à Limi à une conférence d'un chercheur islandais qui avait travaillé... Ah, vous y étiez à la conférence d'Erlendur Ralsson. Erlendur Ralsson, voilà. J'aimerais bien avoir le fruit de vos recherches et de ce que vous en avez conclu. Sur cette question de la survie? Oui, ou l'existence d'une vie après la vie. Là-dessus, je n'ai pas de certitude personnelle.
Simplement, il me semble que voilà, pendant très longtemps, j'ai pensé que les croyances spirites ou apparentées étaient des croyances d'un autre âge et que la modernité, c'était de penser ça en termes de... en gros, les parapsychologues appellent ça, c'est le dilemme entre le super-psy et le survivaliste. Soit on a affaire à des esprits des morts, des esprits des décédés qui se manifestent à nous, soit on a affaire à une exaspération extraordinaire des pouvoirs du psy. Vous me suivez? On peut expliquer ça en dopant un peu les pouvoirs du psy, ou alors en acceptant les esprits des morts. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que l'hypothèse survivaliste était une hypothèse qui était démodée, etc. Et puis il se trouve qu'il y a un chercheur américain qui est extrêmement important, qui est Stephen Brody, qui est un philosophe de l'université américaine, qui lui, justement, est arrivé à la conclusion, en regardant les arguments du super-psy ou des survivalistes, que la balance de la rationalité, ce qu'il appelle rationalité, c'est simplicité, élégance des hypothèses, c'est tout un ensemble de choses, hein, penche légèrement en faveur des survivalistes. Donc, en fait, le super-psy, étant donné l'extension qu'il faut parfois donner aux facultés paranormales pour le maintenir, devient plus onéreux, plus compliqué à mettre en œuvre, plus usine à gaz que le survivalisme franc, qui consiste à dire, c'est très simple, la âme, survie. Ceci posé, il ne s'agit probablement pas, si c'est le cas, de la survie de l'âme au sens où l'entendait Platon, éternel, immuable, etc., mais d'un agrégat qui se défait peut-être avec le temps, ou il ne reste que des morceaux. Ce n'est pas forcément très encourageant. Hein. Si on cherche une certitude et une compensation de ce côté-là, on risque fort d'être déçu, à mon avis. Oui. Et alors, pour conclure, est-ce qu'il y aura un tome 2 de Guillaume Portail, ou alors quel sera votre prochain livre? Pour qu'il y ait un tome 2, il faudrait qu'il ressuscite. Alors là, le 10e tome, ça serait la résurrection de Guillaume Portail. Alors là, ça devient... on est plus dans le comique après. C'est déjà assez drôle comme ça, mais... Nous, on vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Merci. Voilà.